Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 16 décembre. Je vous donne les titres de votre journal. Le 31 août dernier, entre Juvignac et Montpellier, le feu avait dévasté quelques collines, touché quelques habitations. Le reboisement a commencé ce matin. Le Père Noël des enfants malades du CHU de Montpellier est arrivé. Je ne dois pas vous le dire tout de suite, vous le découvrirez tout à l'heure. En tout cas, beaucoup d'émotions et de surprises pour les enfants. Et puis c'est la semaine des budgets dans les collectivités locales. Après la ville, on le voit sur ces images, et l'agglo de Montpellier hier soir, c'est le département de l'Hérault qui a voté le sien aujourd'hui. Et nous reviendrons justement sur ces budgets, plus particulièrement celui de la ville de Montpellier, avec l'adjoint au maire en charge de ces questions, Max Lévita, qui est avec nous sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous commençons ce journal avec la suite du feuilleton des élections à la CCI de Montpellier. La liste perdante du MEDEF, conduite par le président sortant, Rudy Jovino, conteste le résultat. Ils soutiennent qu'il y a eu fraude. On écoute André Deljari, le président du MEDEF de l'Hérault, au micro de Jean Brun. Je parle de fraude parce que nous avons un étonnement massu, qui est la différence entre le vote électronique et le vote papier. Le vote papier, quand même, qui démontre une certaine cohérence dans l'ensemble des trois collèges, avec du 65-35 en globalité, à peu près collège par collège. Et ensuite, quand on s'aperçoit qu'au niveau, mettons, si je prends le collège commerce, nous faisons 10% en vote électronique, je ne peux que me poser la question sur cette inversion massive au moment du vote électronique. Et sur notre plateau, hier soir, Gabriel Deloncle, la tête de liste CGPME, déclaré vainqueur par la préfecture, avait rejeté en bloc ces accusations. Réparer les dégâts causés par les incendies de la fin de l'été, c'est l'objectif de la ville de Montpellier. Le choix s'est porté sur des essences comme le chêne ou le micocoulier, moins inflammables que les résineux. Le budget pour 5000 m², 21 000 € tout de même. Olivier Roiran a participé en plantant, lui, un petit érable. C'était le 30 août dernier. Un incendie ravageait 3 hectares de pinèdes et de garrigues entre Grabel et Juvignac jusqu'aux portes de la Mosson. Aujourd'hui, la ville de Montpellier a décidé de reboiser les 5000 m² brûlés sur la commune. Et il a d'abord fallu préparer le terrain. On a déjà donc passé un broyeur pour éliminer toute la végétation calcinée et toute la végétation morte par broyage avec un tracteur forestier. Donc on réduit donc la végétation à l'état de copeaux, qui justement après peut apporter à la nouvelle végétation un humus et un compost. Un engrais naturel qui va nourrir les futurs arbres, mais pour le moment ce sont des plants forestiers qu'il faut mettre en place dans un mélange de terre et de roches calcaires. Sur toute la zone, 500 arbres ont été plantés aujourd'hui. Leur croissance va être surveillée et accompagnée avec un arrosage régulier pendant 2 à 3 ans. Une opération de replantation dont l'objectif est double. Et à la fois limiter l'érosion, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une zone assez pentue, donc il y a quand même un risque d'érosion, et ensuite c'est pour à la fois aussi embellir à nouveau le site. On est dans un site naturel, donc on essaye aussi de réaménager et de coloniser à nouveau le milieu avec des espèces locales. Il y a du chêne blanc, du frêne, de l'aulne, de l'arbre de Judée, donc des espèces qui sont adaptées à la région. Des espèces surtout beaucoup moins inflammables que les pins qui ont brûlé ici. 500 arbres replantés pour un demi-hectare. Cela donne une idée du travail qu'il reste à effectuer à Assas et à Metz, où ce même 30 août 2010, 4000 hectares de végétation étaient partis en fumée. Et je vous le disais en titre, c'est la semaine décidément des budgets dans les collectivités locales. Hier soir, c'était au tour de l'agglo de Montpellier de se livrer au difficile exercice du débat d'orientation budgétaire. L'agglo prévoit pour 2011 310 millions d'euros d'investissement, dont plus de la moitié consacrée aux travaux du tramway. Les investissements étaient de 250 millions en 2010. C'est une forte augmentation qui se fera notamment grâce, selon les services de l'agglo, à une capacité d'emprunt retrouvée. Au Conseil général, c'est la semaine qui a été consacrée au débat du budget qui a été voté aujourd'hui. Là encore, on met l'accent sur les contraintes financières imposées par la crise et le gouvernement. On écoute André Vésinet, le président du Conseil général de l'Hérault, au micro de Jean Brun. C'était un exercice compliqué parce qu'il fallait que nous maintenions notre engagement à produire de l'investissement, parce que derrière l'investissement, il y a l'entreprise et il y a l'emploi. Et en même temps, il fallait que nous évitions de trop dégrader une situation budgétaire de la dette
et de l'encours de dette qui s'ensuit et de l'autofinancement. Donc alchimie très très difficile. Heureusement, nous partions d'une situation extrêmement saine, qui était une situation d'une dette très basse et d'un autofinancement plus que convenable. Donc, en tirant un peu sur la dette, puisque nous avons augmenté notre recours à l'emprunt, en minorant un peu notre capacité d'autofinancement et en faisant de très gros efforts sur la gestion au quotidien, sur la masse salariale, sur toute une série d'éléments qui constituent des grosses enveloppes dans le budget, eh bien, nous sommes arrivés à rentrer sans pour autant augmenter l'impôt, qui était une autre forme de recours. Max Lévita, vous êtes avec nous pour parler budget, essentiellement le budget de la ville, mais je vais vous faire réagir. Tenez, au propos d'André Vézinet, il a un petit peu le même problème que vous, c'est le comportement de l'État? Écoutez, nous savons tous que l'État est dans une situation extrêmement compliquée. Et bien sûr, l'État essaie de grappiller par-ci par-là tout ce qu'il peut au détriment des régions, au détriment des conseils généraux, au détriment... L'État a annoncé un gel de ces dotations, c'est valable déjà pour 2011? Bien sûr, elles sont gelées au niveau de 2010. Pour les années 2011, 2012, 2013, nous le savons d'ores et déjà. Et donc la situation est difficile. Mais au-delà du gel, c'est aussi la manière dont l'État calcule ses dotations que nous contestons. Il triche aussi sur la population, non? Par exemple, pour la ville de Montpellier. En tout cas, c'est votre analyse. Non, c'est pas mon analyse. Si vous voulez, il y a des règles. Il y a des règles. La dotation globale de fonctionnement se calcule suivant des règles, et en particulier dans ce calcul intervient la population. Le nombre d'habitants. Et chez nous, on sait que ça grossit. Non, cette augmentation est constatée chaque année par l'INSEE. C'est le changement notable. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes sur des chiffres qui ne sont pas ceux de cette année. Et donc, nous calculons année par année la quantité d'argent que l'État ne nous donne pas. Cette année, on l'évalue à peu près à 6 millions. 6 millions, c'est un point d'impôt. C'est énorme. Et depuis que nous faisons le calcul, c'est-à-dire 2002, c'est-à-dire depuis l'époque où on a supprimé le recensement et où il y a une évolution, un calcul, une évaluation faite par l'INSEE. Qui est fait chaque année. Et qui est un chiffre officiel. L'INSEE, c'est pas un organisme qui dépend de la ville. C'est un organisme d'État. Et donc le chiffre, il nous paraît que, puisque c'est un chiffre officiel, l'État devrait en tenir compte pour le calcul. Non, il n'en tient pas compte parce que ça lui permet de donner moins. Concrètement, de donner moins. Alors, ce que nous comprenons, le problème, c'est pourquoi ne pas le dire, pourquoi ne pas essayer d'avoir une politique commune, l'État, les régions, les départements, les communautés d'agglomération, les villes. On n'est pas idiots, on est aussi responsable, on connaît la situation de notre pays. Pourquoi ne pas essayer d'avoir une politique Ce dialogue commune n'existe pas? Absolument pas. Pourquoi? Parce que les collectivités de plus en plus sont dominées par la gauche et que le gouvernement est plutôt à droite? Non, je dirais même pas ça. Non, je dirais pas ça. Je dirais que ça n'est pas une habitude du gouvernement français. C'est le vieux jacobinisme. C'est le vieux jacobinisme qui continue à régner. Et l'État décide ce qui est bon pour tout le monde à partir de lui. Ce qui est en contradiction avec les lois de Gaston Defferre qui ont été faites en 1904. Les lois de décentralisation. Alors, avec cette contrainte, vous faites comment? Vous faites globalement des économies à Montpellier? Vous baissez le budget, ce qui est peut-être une première depuis bien longtemps. Oui, c'est effectivement une première. Alors, si vous voulez, dans un budget, il y a deux choses. Il y a le fonctionnement et puis il y a l'investissement. Dans le fonctionnement, nous avons du personnel. Ce personnel est bien sûr personnel statutaire. Il appartient à la fonction publique territoriale. Sa gestion obéit à des règles que nous sommes tenus. Là, c'est l'État qui décide des augmentations, non ? Oui, l'augmentation du personnel est fixée par l'État, mais il y a des règles, vous savez, sur l'ancienneté, par exemple, qui font que les dépenses de personnel, cette année, nous avons décidé qu'il n'y aurait pas d'embauche supplémentaire, donc nous allons fonctionner à personnel constant, et le taux d'augmentation du personnel sera de l'ordre de 1,87%, ça on sait déjà.
Ensuite, si vous voulez, on va réduire les frais de fonctionnement, donc l'ensemble des services. Vous avez parlé de 5%, c'est ça, 5% c'est un défi. Chacun va devoir essayer de diminuer ses frais de fonctionnement, donc de l'ordre de 5%, ce qui fait qu'au total, le budget de fonctionnement augmente de 2%. Ensuite, par contre, l'investissement nous le faisons baisser. On le fait baisser en termes réels de 140 millions à 110, ce qui est... Concrètement, quels sont les secteurs qui sont victimes de ce coup de serpe? Alors, attendez, le premier point, c'est, si vous voulez, il nous faut absolument, c'est une contrainte que nous a fixée Madame le maire, que nous offrions le même service à nos administrés. Donc il n'y a pas de diminution à ce niveau. Nous préparons l'avenir. Il y a 2 crèches qui vont ouvrir en 2011, il y a 3 écoles qui sont en construction. Donc ça, c'est ce que notre équipe considère comme étant... Il y a même un effort, on l'a noté, il y a même un effort supplémentaire d'investissement sur ce secteur de la petite enfance, écoles, crèches, mais du coup, ça veut dire qu'il y a d'autres secteurs qui souffrent encore plus, alors. Lesquels? Si vous voulez, c'est tous les investissements qui peuvent être retardés, qui peuvent être décalés dans le temps. Les trottoirs, les routes. Par exemple. Voilà, ça c'est un exemple. Quelques bâtiments, quelques réfections de bâtiments. Oui et non, parce que si vous voulez, les bâtiments qui ne sont pas maintenus, on va les retrouver quelque temps après. Il faudra, et la dépense sera encore plus élevée. Donc c'est de l'ordre. Alors on a réduit, c'est un chiffre de l'ordre de 30 millions, qui fait que l'année prochaine, en 2012, la nouvelle mairie sera intégralement payée, et donc là nous retrouvons un tout petit peu de marge, des capacités d'investissement, à condition que la situation nationale n'empire pas. Ne se dégrade pas. Restez avec nous parce qu'on va parler d'autre chose et je sais que vous étiez concernés cet après-midi. Le Conseil général, vous le savez, renouvelle la moitié de ses conseillers généraux en mars prochain. C'est donc le temps des grandes et des petites manœuvres, notamment à gauche pour choisir les candidats. À gauche, entre le Parti socialiste et les Verts, on a fait le choix de l'alliance. On voit ce matin quelques acteurs de la gauche, notamment on a reconnu André Vézinet, bien sûr, ici Christian Assaf, directeur de cabinet à la mairie de Montpellier, ou encore Jean-Louis Roumigas pour les Verts. Justement, on va écouter Christian Assaf pour le PS et Jean-Louis Roumigas pour les Verts. Donc en l'occurrence, il y aura 4 cantons dans l'Hérault où il n'y aura qu'un seul candidat Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste. Il s'agit du canton de Montpellier-La Paillade, du canton de Béziers-Devèze, de Moguio et du canton des Mattel. Et ensuite, un accord plus général, plus global de désistement républicain au 2e tour du candidat arrivé en tête au profit de notre candidat. C'est-à-dire donc, c'est assez historique, dans l'Hérault, comme dans 35 départements en France, il y a un accord partiel de premier tour avec Europe Écologie Les Verts et général de second tour. Pour les négociations, nous avions gelé, vous vous en souvenez, 7 cantons pour pouvoir discuter avec les Verts. L'accord concerne donc 2 cantons, nous avions investi socialistes, je l'ai dit tout à l'heure, Montpellier et Béziers. Pour les 5 autres cantons, Castelnau, Montpellier, Sète, j'en passe, les candidats socialistes qui avaient été investis recevront mardi leur investiture officielle du secrétariat national du Parti socialiste. Nous espérons avoir des élus au Conseil général, donc ça peut nous permettre d'avoir une représentation au Conseil général de l'Hérault. Ce que nous souhaitons, il est bon pour l'ensemble de la gauche, parce que les électeurs de gauche et les électeurs écologistes attendent que nous nous rassemblions aujourd'hui. Face aux agressions de la droite, qui attaquent aussi bien les ménages, vous voyez la situation en matière de pouvoir d'achat, la réforme des retraites, la fiscalité injuste qu'on connaît, et puis l'attaque contre les collectivités locales. Face à tout ça, nos électeurs attendent que nous sachions nous rassembler, pas de façon superficielle, mais vraiment sur le fond, pour proposer une alternative. Max Lévitas, c'est la reconstitution de la gauche plurielle, ou d'une partie en tout cas? Oui, je pense que c'est un mouvement dont nous avons besoin, qui est de reconstituer autour d'un programme, autour d'un projet, ce qui avait commencé à exister, en particulier à la mairie de Montpellier. On a fait un mandat avec les Verts. Il y a eu différentes péripéties qui ont fait les Verts que ça pourraient revenir, vous poussez, vous, pour qu'ils reviennent au sein de la majorité municipale? Ça fait partie des feuilletons locaux? Oui, moi je pousse pour qu'ils reviennent,
Bon, il se trouve que pour l'instant, je ne suis pas arrivé à convaincre mes collègues, mais ça peut arriver demain. Et ils n'ont pas dit d'ailleurs un nom définitif. Ils ont dit que c'était peut-être un peu trop tôt, c'est la vie. Et donc là, on est arrivé à un accord qui est fait par la commission de tutelle qui a été mise en place ici, sous le couvert du national. Je crois que c'est une bonne chose. Tiens, un mot là de cette tutelle. Est-ce que c'est suffisant comme argument pour exclure les exclus héroltés du PS des dernières élections régionales de la réintégration proposée aux exclus des autres départements dans le même cas? Attendez, là, moi j'appartiens à un parti qui est un parti organisé, qui est un parti où il y a des responsabilités. La responsabilité elle a été prise à Paris de mettre ce département sous tutelle. Nous, on nous a demandé de prendre des responsabilités pour remettre cette fédération en ordre de marche. Ça, c'est ma feuille de route avec mes camarades. Nous sommes en train de remettre ça en ordre de marche. C'est au national de décider le jour où... Oui, mais Max Lévita, on est d'accord, mais le national a dit on va réintégrer tout le monde, sauf les héroltés. Pourquoi ceux-là seraient-ils punis de cette non-réintégration? Qu'est-ce qu'ils ont commis comme faute, comme lourde faute qui mérite... Oui, non, mais si vous voulez, il y a une analyse du fonctionnement de la Fédération de l'Hérault qui a été jugée par la commission ad hoc au niveau national. Ce fonctionnement n'est pas correct. Ce jugement n'a pas du tout été le même dans les 4 autres fédérations. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, il y a eu des exclusions pour une raison qui était liée à la présence d'un certain nombre de camarades sur la liste conduite par Georges Frêche, très bien, mais la mise sous tutelle, c'était pour une autre raison qui n'a rien à voir avec ce point, il y a un certain nombre de dysfonctionnements qu'il faut faire disparaître, et c'est notre fonction d'essayer de les faire disparaître le plus rapidement possible. Pour que les héroltés exclus soient réintégrés également rapidement? Bien sûr. Bien sûr, c'est notre rôle, si vous voulez. Notre rôle, c'est de mettre de l'ordre. Le jour où l'ordre, et nous avons des comptes à rendre au national, le jour où le national considérera que la situation est devenue normale ici, à ce moment-là, il y aura la réintégration générale et il y aura une fédération qui fonctionnera comme elle doit fonctionner et comme elle fonctionne ailleurs. Le sage Max Lévita a parlé sur le plateau de cette LTV. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va parcourir l'actualité sportive maintenant avec une belle qualification obtenue hier soir par l'Arago de Sète dans sa salle. On va découvrir quelques images que l'on doit à Pascal Miralles. On le remercie infiniment. Une qualification qui s'est jouée à ce que l'on appelle le Golden Set, le 7 en or. Les deux équipes l'avaient emporté à la maison. Donc l'Arago hier soir chez elle, et puis Kharkov, c'était la semaine dernière. Il a fallu donc jouer dans la foulée le 7 en or, et ce 7 en or est revenu aux Sétois. C'est la moindre des choses. C'était le 8e de finale de la Confédération européenne. Les Sétois joueront en quart de finale contre les Belges de Lénic. Ne me demandez pas où c'est Lénic, peut-être pas loin de Bruxelles. En tout cas, on écoute l'entraîneur Patrick Duflo, un entraîneur forcément ravi. Dès qu'on a relâché un petit peu au 4e, et de suite ils nous redominent, et dès qu'on leur remet la pression, nous et le public, ils explosent complètement, quoi. Mais bon, encore fallait-il nous avoir le niveau de jeu nécessaire pour les faire exploser, et c'est ce qu'on a fait, quoi. Et puis jouer 6-7, c'est quand même pas commun, mentalement c'est dur à gérer, et pour une équipe jeune comme ça, non, c'est vraiment une belle soirée, vraiment une belle soirée. Une très très belle soirée, bravo encore à ces volleyeurs. Une info handball rapidement, Claude Onesta a présenté la liste des 20 joueurs pour préparer les championnats du monde qui se dérouleront en janvier. 4 Montpelliérains, on s'y attendait, Karabatic, Chonrubière à Cambrai et Guigou. Végapolis, la patinoire de Montpellier fête ses 10 ans, en fanfare. Parmi les événements, un match international demain soir vendredi, en préparation là encore des championnats du monde. L'équipe de France de hockey, ce sera une première visite à Montpellier, elle est 15e mondiale, affrontera l'Italie
l'Italie, 16e mondial. Il s'agit donc de préparer les championnats qui se dérouleront en Slovaquie en début d'année, à Košice pour être précis. La France a été battue il y a quelques jours 2-1 par la Suisse. Mais attention, la Suisse fait partie des grosses équipes mondiales. On écoute Dave Anderson, c'est l'entraîneur de l'équipe de France. Il se méfie d'une équipe transalpine revancharde. Ils vont avoir envie de nous montrer que c'était un petit accident l'année dernière, mais je pense que de toute façon, à chaque fois qu'on joue les Italiens, c'est des matchs serrés, c'est 2-1, 3-2, d'un côté ou l'autre. C'est une bonne équipe, un bon adversaire pour nous à chaque fois. Donc ce sera un match très plaisant à regarder et à suivre. Rendez-vous donc avec Apolis demain soir, vendredi. Ne ratez pas ce match. Et puis c'est la période des budgets. Ok, on l'a dit, on en a beaucoup parlé, mais c'est aussi heureusement celle des arbres de Noël. Et pour les enfants du CHU de Montpellier, la journée était magique avec le Père Noël et une arrivée qui a ravi également Jessica Péris. Il descend bien du ciel, avec pour moyen de transport l'hélicoptère du SAMU de l'hôpital. Alors ça y est, on vient de décoller pour aller voir les enfants qui sont hospitalisés dans les hôpitaux de Montpellier. J'espère que beaucoup de monde va nous attendre. J'ai plein de cadeaux à apporter. Je ne peux pas vous en donner la liste, ça c'est un secret. On se retrouve tout à l'heure, une fois qu'on sera posé. À tout à l'heure. Nous sommes à quelques mètres au-dessus de l'hôpital. Le Père Noël salue les enfants contraints de rester dans leur chambre. Ceux qui ont eu l'autorisation de sortir l'attendent dehors avec impatience et viennent émerveillés à sa rencontre. On se voit tout à l'heure, d'accord ? Je veux te faire un bisou. Direction l'intérieur de l'hôpital où un spectacle va être joué dans quelques minutes. Entre le Père Noël et les animations, le personnel souhaite leur faire oublier la maladie, au moins pendant quelques minutes. Un certain nombre d'enfants doivent passer des périodes un petit peu longues à l'hôpital et outre les soins auxquels ils sont obligés de se soumettre, il faut qu'ils aient une vie sociale, il faut qu'ils aient des loisirs, il faut qu'ils aient la possibilité également d'avoir de la joie. Le Père Noël fait sa tournée dans les différents services, comme ici aux urgences, et c'est garanti. Et rien ne vaut le sourire d'un enfant, n'est-ce pas, Max Levita? Attention à la météo, si vous devez prendre la route. Météo France annonce de la neige dans le nord du département de l'Hérault, également dans celui du Gard. Attention si vous devez emprunter la 75 qui devrait être interdite aux poids lourds, notamment beaucoup de neige sont attendus, beaucoup de chutes de neige sont attendues dans le département de l'Aveyron. Restez bien au chaud en attendant devant par exemple les programmes de cette LTV. Il est temps pour moi de finir ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Très bonne soirée à tous.